Bonsoir. Dans les marchés du Cameroun, son nom est très respecté. Alice Maguedjo, fille d'une famille modeste de Bamességué, a commencé le commerce avec quelques pièces et beaucoup de courage. Aujourd'hui, elle est la première femme à diriger le syndicat des commerçants détaillants du Vouri, une figure incontournable du marché Mbopi, et membre de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. En pleine année électorale, alors que la société civile cherche sa voie et sa place, elle incarne l'engagement, la résilience et l'espoir d'un commerce mieux représenté, plus écouté. Directrice de publication du magazine Écho des marchés, Alice Maguedjo est aussi une citoyenne engagée et responsable, une voix qui porte. Ce soir, elle est notre invitée. Bonsoir Alice. Bonsoir Dipita et bonsoir à nos nombreux téléspectateurs à qui je fais un coucou par rapport à l'émission passée. J'ai eu un retour très favorable, donc je vous dis merci et à vos followers. L'intérêt c'est de savoir que vous êtes quand même une personne qui impacte et c'est pour ça que évidemment votre voix compte. Alors de Bamességué ici à Douala, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a porté, qu'est-ce qui a été le prétexte de ce courage? Merci beaucoup. Tu voudrais que je parle de mon parcours et de mon enfance peut-être. Et comme on le disait en off, je suis né à Bamoun Kandop, dans la région du Nord-Ouest, mais j'ai grandi quand même à Bamességué, dans mon village natal. Mon père était ce qu'on appelait market boy à l'époque là-bas. Un aide-vendeur et il était beaucoup plus, il gagnait ses petits marchés dans les plantations, donc il travaillait dans des plantations et on le payait et tout, mais après il s'est rabattu chez lui pour continuer à vivre de la même façon, ce qui fait que je vais à l'école primaire, je fais d'abord une maternelle à l'école catholique Sainte-Thérèse. Toujours dans le Nord-Ouest? Oui, à Bamességué justement. Et j'obtiens mon CPE, c'était pas le CEP à l'époque, à l'école catholique Sainte-Thérèse, et je fais le concours parce qu'à l'époque l'entrée au lycée, il y avait un seul lycée à Bouddha et l'entrée au lycée était un peu élitique. C'était élitique, donc on se débrouillait avec les CS. Heureusement, il y avait une CS à Bacham, il y avait une CS à Galim où j'ai obtenu mon concours d'entrée en 6e. J'ai donc fait de la 6e en 3e, plutôt au CS de Galim, c'est toujours dans les Bamboutos. Et après quoi, je suis allé au lycée de Bouddha, à faire une seconde C au lycée de Bouddha. Au moment où je passais pour une première D, et on a ouvert le célèbre collège polyvalent Photo Victor de Banjul, qui est devenu l'IUT de Banjul maintenant. Nous étions donc la toute première promotion. Je suis allé là-bas faire les tests psychotechniques qu'il fallait pour l'admissibilité là-bas. C'est mon grand frère qui, lui, était déjà au CUS, qui m'a donné l'information. Et parce que, voyant que j'avais tellement des aptitudes pour le commerce et j'aimais tellement le commerce, qu'il a dit il y a une école là-bas qui est ouverte et il y a la branche de commerce là-bas. Donc ça veut dire que pendant votre primaire, vous vous exercez déjà oui, à faire depuis ma tendre enfance, je dois vous avouer que mon papa chéri, qui m'a beaucoup aimé, parce qu'il était riche d'autres choses, riche de l'amour, riche de l'encadrement, a arrêté de payer ma scolarité en classe de 5e. Cette scolarité se chiffrait à 3500 francs. Quand je dis arrêter, ce n'est pas parce qu'il me détestait, mais parce que moi-même, je pouvais déjà le faire. Donc, toutes les vacances, je me promenais avec et les bananes, et la cola, et les arachides. D'ailleurs, à un moment, j'ai passé un très bon bout de temps avec ma grand-mère. Je dois beaucoup plus parler d'elle que ma mère, parce que je perds ma mère à l'âge de 4 ans et demi. D'accord. Donc, quand il y avait quelque chose à aller vendre au marché, on disait
Si c'est Alice qui porte, pour aller au marché, on va vite acheter. Donc déjà, de la famille me trouvait déjà les aptitudes d'une commerçante. Et puis, c'est peut-être ça la motivation. En tout cas, moi, je vendais toujours ce qu'on me donnait de vendre. Donc, j'avais des astuces pour aborder les gens naturels qui ne sont pas appris à l'école, mais je vendais. Et puis après, je faisais mon petit commerce pour mon propre compte. Et à chaque fois que je rentrais avec un petit gain, je donnais à ma grand-mère. Et à la fin des vacances, c'est ça qui me payait et mes livres, et mes cahiers, et même ma scolarité. Donc, je ne pouvais plus embêter mes parents pour cette raison-là. Ce qui fait que, quand j'arrive en classe de 5e, effectivement, j'ai la chance d'avoir une tante à Douala, à l'entrée Bépanda, qui était commerçante, elle aussi, Bayam Salamé vendait à l'entrée Bépanda. Je venais chez elle en vacances et ça me donnait droit d'être au marché des dos à 4 h le matin parce qu'il fallait attendre que les voitures qui viennent de l'Ouest viennent avec des provisions et que nous nous mettions à vendre. Et là, maintenant, j'ai quitté mon commerce d'ambulant, des détails pour un demi-grossiste parce que j'étais déjà à même de choisir mon sac d'arachide, même sans argent, parce qu'on nous faisait confiance. Il faut être là tôt le matin de peur de ne pas l'avoir. Et quand j'ai choisi mon sac, j'attache mon foulard là-bas. Et au petit matin, maintenant, les petits-enfants qui se promènent pour vendre les arachides venaient acheter chez nous. Je suis déjà dans le demi-gros, non? Absolument. Ils venaient acheter chez nous avant d'aller laver et vendre encore. Avant 10 h, j'avais déjà fini de vendre mon sac d'arachides. Je pouvais me distraire dans le marché, à aider les mamans, tous, celles qui sont encore là me connaissent au marché des dos. Je pouvais les aider à vendre. Tout le monde disait, oh, tu as la bonne main du marché. Et si tu finis de vendre, t'as pas aide-moi. Et puis c'est ça qui a meublé mon enfance et c'est ça qui m'a fait être très tôt à l'abri de l'assistanat et du besoin. Donc j'ai toujours programmé mes vacances. Je lisais mes bulletins seulement dans le cas pour venir à Douala. Paix à son âme, cette maman, ma tante paternelle qui m'a recueilli au niveau de l'entrée Bépanda, elle est décédée par la suite, mais elle était d'une grande portée pour moi, pour mon entrée, pour la découverte de la capitale. Absolument. Alors, mais je vous laisse poursuivre. Oui, et quand bien je rentre et j'obtiens donc, j'entre au collège photo et je fais 3 ans et j'obtiens mon baccalauréat G2. En même temps, je présente le concours de sous-titre d'entrée au BTS. À l'époque, c'était le centre universitaire de Douala, pas l'université de Douala. Absolument. Il y avait 3 écoles. Il y avait le BTS, il y avait l'INSET, il y avait l'INSET qui était pour les enseignants. Et j'obtiens donc le concours et je suis boursière, logée au campus là-bas, où j'ai obtenu 2 ans après mon BTS. Et ça, on peut le situer en 92. D'accord. Donc, voilà un peu mon parcours. Ce qui m'amène à Douala, c'est d'abord ma tante. Ensuite, la petite école de 2 ans que j'ai fait à Douala. Et enfin, c'est quand même la métropole. On ne peut pas y quitter, on va y rester pour se chercher. Alors, une fois que vous avez obtenu votre BTS, vous ne cherchez pas un emploi dans un bureau, vous ne cherchez pas à faire de la comptabilité, plus que G3, c'est G2. G2, c'est la comptabilité. C'est la comptabilité et gestion des entreprises. Vous ne cherchez pas de l'emploi, vous continuez. Ah, d'accord. Si, je l'ai fait. Et je cherchais de l'emploi, mais je vous ai donné l'année pour que vous vous situiez sur le plan crise économique et la crise que nous traversions au Cameroun en 92. Et puis le début des années de Braise également. Les années de Braise. Les privatisations. Et tout cela mélangé. Donc, j'étais tout enthousiasmée. Quand on était à l'école, on se voyait être des chefs comptables. Absolument. Ceux de l'ESSEC nous disaient, nous sommes des directeurs financiers, on sera vos patrons. Mais on se voyait quand même être des chefs comptables. On chiffrait même le revenu. Mais sauf que être chef comptable, il faut pouvoir. Absolument. Il faut se faire même recruter ces années-là dans une entreprise, encore fallait-il pouvoir. Et comme on est orphelin social comme nous, et ce n'était pas évident de trouver un emploi de comptabilité quelque part. C'est pour ça que j'ai toujours dit à mes jeunes sœurs et frères que l'école que vous voyez là,
c'est pour l'ouverture d'esprit et pour une prédisposition. Vous ne pouvez pas forcément toujours exercer ce que vous avez fait à l'école. C'est mon cas. Quand je suis sortie de l'école, je n'avais pas d'emploi, on a posé les demandes partout. Là où j'ai même fait le stage académique qui était ici à Aquapalace, ils ont bien apprécié mon travail, mais ils étaient dans l'incapacité de me garder. Ils m'ont gardé 6 mois après, mais ils ne pouvaient pas à cause de la conjoncture. Donc, je me fais recruter. Donc, un matin, j'apprends à la radio qu'il y a recrutement dans une compagnie d'assurance de la place. Bon, je peux le citer, elle est défunte, Satellite Assurance. Exact. Quand nous y fonçons, on s'habille bien, on se parfume, on part chercher l'emploi. C'est là où j'ai compris que quand on est orphelin social, c'est autre chose. Je suis venu trouver certains camarades de campus là-bas. Je croyais qu'ils ont suivi la même information que moi et qu'ils venaient chercher de l'emploi. Mais quand on passe au test, c'est eux qui vont nous tester. Je dis quoi? C'est ça la vie? En tout cas, bon, mais je cherchais l'emploi. Il ne fallait pas rester à ne rien faire. Je vous parle parenthèse, vous allez poursuivre. Qu'est-ce que vous mettez dans orphelin social? Orphelin social veut dire qu'on n'a personne nulle part qui peut vous tenir la main, parce qu'il faut dire, sur ce plan de, surtout la comptabilité, c'est quelque chose d'assez ingrat. On recrute beaucoup plus par affinité. Parce que livrer votre entreprise, c'est-à-dire le fonds à quelqu'un, il faut une certaine confiance. Il faut une certaine confiance, il faut connaître la personne. Absolument. Il faut au-delà de la compétence, parce qu'on va vouloir des compétences après. Mais non, chercher à être chef comptable, mais il faudrait que nous ayons quelqu'un quelque part. On a recruté certains a priori parce que c'était leur poste qu'on gardait. Peut-être qu'ils partaient même à l'école pour se préparer par rapport à ça, va faire de la comptabilité parce qu'on a besoin de toi dans la famille, on a besoin de toi dans l'entreprise. Mais nous autres, on a fait de la comptabilité. On se trouve sur le marché de l'emploi. On ne trouve pas l'emploi, mais il ne faut surtout pas rester à ne rien faire quand on est chercheur d'emploi. Voilà pourquoi on se rabat au commercial, parce que quand on arrive à la Satellite Assurance, on nous dit ce n'est pas pour la comptabilité qu'on vous cherche, mais on voudrait que vous soyez les apporteurs d'affaires libres. Ben, on s'est lancé, c'était une aventure, mais une aventure qui jusqu'aujourd'hui me paye parce que j'ai beaucoup appris dans ce domaine des assurances. On a comme on dit souvent, on a souffert parce que on nous disait de faire l'assurance vie pour ne pas faire les risques divers, alors que c'est les risques divers qui pouvaient nous donner un petit peu immédiat, mais on a travaillé, on nous a pensionné comme il faut. On a apporté autant qu'on peut les affaires. J'y ai fait 3 ans. D'accord. Et j'ai fait donc une heureuse rencontre avec un monsieur de la place, une société qui vend les portraits, les faits, et une grande quincaillerie de la place qui me recrute pour la première fois pour me demander à être comptable, du moins à travailler à la comptabilité chez lui. J'étais toute heureuse. Et c'est 3 ans après mon BTS que je vais exercer effectivement maintenant ce que j'ai appris à l'école. Comme on a appris les bribes d'informatique, j'ai fait de mon mieux, je donnais toujours de mon mieux partout où je suis. Quand je quitte, on doit regretter que quelqu'un a quitté parce que je me travaille à fond. Parce qu'il fallait travailler pour plaire au chef d'entreprise pour qu'il vous recrute enfin. Parce que tout ça, c'était des engagements à laisser, l'engagement à laisser. J'ai fait aussi 3 ans Rondelet, 3 ans chez lui, mais quand même, je ne peux pas cracher sur ce parcours. Ce n'était pas grand-chose comme salaire, mais c'était déjà mieux que ce que je gagnais à Satellite Assurance. Mais pendant que j'ai travaillé les 3 ans, je ne savais pas que ce richissime Foko m'observait parce qu'il était un ami à patron. Ils étaient dans le même domaine d'activité. Un jour, c'est lui qui m'aborde pour dire que mais ce que vous faites chez tel là, est-ce que vous ne pouvez pas venir chez moi et on vous paye combien? J'essaie d'ajouter un petit quelque chose en tremblant là-bas et Foko me récupère. Parce qu'il a ouvert ses aciéries à Dokbat là-bas. Et malheureusement ou heureusement, quand j'arrive, je n'ai pas fait 2 semaines.
il y a eu une malversation, un coup de vol dans la société Sofavin. Et du coup, il me dit, comme je suis là prête à porter, aujourd'hui même je t'affecte à Sofavin. Là, vous êtes chef d'agence. Et du coup, je ne suis plus comptable. Exact. Je regrette. Je dis, je suis venu aux Assyries pour être comptable. Mais encore une fois, me voilà rabattu dans le domaine commercial parce qu'un chef d'agence, c'est plus commercial que comptable. J'avais à m'apporter les comptables et les vendeurs, les livreurs et tout ce que vous pouvez. Donc, je devais là pour faire la politique de multiplication des chiffres. C'est là que, heureusement, je vais avoir un de mes gros clients dans le marché Mbopi. J'avoue qu'avant cela, je n'avais jamais mis les pieds, même comme je venais à Douala tous les ans, je n'avais jamais mis les pieds dans le marché Mbopi. Je suis donc en train de travailler et je tombe chez ce client-là à qui je livre, à qui je viens faire mes recouvrements et il voit ma façon de travailler. Un jour, il dit, il faut qu'on cause. Depuis que moi je suis ici, entre-temps, le richissime Foko faisait comme m'essayer. Et il n'avait toujours pas conclu, me donner un contrat de travail. Vous savez, la fameuse phrase que notre chef de l'État avait dit que l'employeur et l'employé, donc ça ne leur donnait plus la pression de pouvoir recruter sincèrement les gens. Donc ce monsieur à qui je rends beaucoup hommage, il est encore vivant, il est même toujours au marché Mbopi, me dit, Madame Aguedjo, depuis que je suis dans le marché-ci et les chefs d'agence ont défilé à Sofavin, mais ils n'ont pas pu, je n'ai pas pu détecter quelqu'un d'aussi grande probité morale. J'ai besoin d'avoir quelqu'un comme vous pour travailler, j'ai besoin de quelqu'un. Or, moi-même qui ne me faisais pas toujours recruter là-bas, je lui ai dit, bon, ok, je vais chercher. Quelques 2 semaines ou 1 mois après, je viens lui dire, patron, j'ai trouvé la personne et c'est moi-même. Il dit, ah bon, vous êtes sûr? Je dis, c'est moi-même, je peux travailler avec vous si vous le voulez bien. Vous voulez un comptable? Il dit, non, un commercial, parce qu'il voulait me recruter pour multiplier ses ventes et pour essayer de relever son chiffre d'affaires. Je ne suis pas l'habitué du mensonge, mais j'ai quand même menti ce jour-là parce que quand il m'a demandé ce que je gagnais au niveau de mon ancien patron, j'ai multiplié par 2. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. J'ai multiplié par 2 tout en tremblant parce que je vous jure que l'emploi à cette époque-là n'était pas évident. Et il a validé. Il dit, je vous donne cela. Et je pourrais à partir, après 3 mois, voir si ça donne et je vais augmenter votre salaire. J'ai dit merci patron. Rendez-vous pris, je prends mon sac d'eau de chez Foko, je tombe chez Zoko Sébastien, dit bon vin au marché Mbopi. Donc je rentre au marché Mbopi comme employé chez ce monsieur-là. Ça, c'est toujours à la mi des années 90. Oui, entre 92, sortie de l'école, je suis vers les 98 maintenant. D'accord. Parce que 3 ans chez Satellite, 3 ans chez Soferco, après un an et demi chez Foko, je me retrouve chez Bonvin au marché Mbopi. D'accord. Seulement quand je vais être chez lui pour multiplier ses ventes, j'essaie quand même avec l'engouement, avec le fait que j'ai quand même appris un peu de la comptabilité, de la gestion d'entreprise. Je veux être chef comptable, c'est quand même ça que j'ai appris à l'école. On disait avec les séries que nous sommes les comptables, vous êtes des commerciaux et d'autres sont ceci. J'ai quand même observé, parce qu'il m'a donné de passer dans ces agences pour essayer de prendre le pouls de l'entreprise. Quand j'ai fini de prendre le pouls, je suis venu lui dire, patron, je vais vous décliner ma vraie identité. Et ça coïncidait par le moment où l'État du Cameroun avait décidé de fiscaliser le secteur informel. La pression fiscale avait monté d'un cran terrible et du coup, c'était un problème. Je lui ai dit, je peux bien multiplier les ventes. D'ailleurs, la vente pour moi, c'est inné. Mais nous serons un géant au pied d'Agile si nous multiplions les ventes
alors que nous ne sommes pas sécurisés sur le plan comptable. Donc, laissez-moi faire quelque chose un peu sur le plan comptable parce que c'était quand même un peu de désordre et ce qu'il a validé. Et du coup, j'étais contrainte de faire de la comptabilité par moi-même, étant chef comptable, en décidant de comment tel document, comment saisir tel document, comment le ranger. Et puis, j'ai donné les ordres, j'ai structuré sur le plan comptable et fiscal. J'ai déposé son bilan de fin d'année et puis sur ce bilan pris en mi-chemin, je ne pouvais pas demander que l'on me juge. J'ai pris une autre année budgétaire que j'ai fini complètement de moi-même et j'ai déposé le bilan. Mon malheur, c'était de demander au patron que est-ce qu'on peut voir s'il y a une différence entre avant et après. Bon, est-ce qu'on peut déjà parler de ce salaire-là qu'on m'avait dit 3 mois après? C'était pas du goût du patron de vouloir parler salaire, d'augmenter ou de faire quoi que ce soit. Et mes petits déboires ont commencé avec lui, commencé à voir la petite bête partout. Et du coup, mais la chance, l'ultime chance, c'est pour ça que je dis, je respecte beaucoup ce papa-là, parce que la chance que j'ai eue avec lui, c'est que il m'avait tellement fait confiance que je le représentais partout, y compris dans le bureau des commerçants. Et c'est pour ça que vous allez voir comment le glissement pour ma vie associative, que je n'ai pas préparé à l'avance, je représentais, j'ai fait longtemps en signant Zoukou Sébastien par ordre dans le bureau, le pseudo-bureau des commerçants, parce qu'il n'était pas non plus tant structuré que ça. Exact. C'est un regroupement pour essayer d'organiser le justement, j'étais le représentant de mon patron dans ce bureau. D'accord. Cette année où il y a une pression fiscale qui s'élevait, l'administration, elle aussi, avait besoin d'une interface. Je semblais maîtriser les bribes de la fiscalité que je pouvais expliquer au patron et au marché et au bureau des commerçants. Du coup, c'est de fil à l'aiguille que ces gens ont cerné en moi le fait que je peux lire et interpréter certaines notifications qu'on leur donne à partir des impôts. Et c'est comme ça qu'on venait me demander, madame, ils m'ont encore écrit, ils ont fait ceci. Et pendant les réunions, je leur disais, non, faites gaffe. Voyez comment ils libèrent toujours leur documentation, sauf erreur ou omission de ma part. Donc, si de notre part, donc s'ils disent ça, ça veut dire que vous avez la possibilité de leur prouver que c'est eux qui sont en erreur. Puisqu'on était arrivé dans des années où il y a eu 2 ou 3 papas qui sont tombés en syncope, mourir juste parce que les impôts leur ont donné une notification qui était insoutenable. Mais pour eux, ils prenaient pour parole d'évangile, ils paniquent et ils décèdent. Donc, du coup, je rends encore hommage à Laurent Kodo, qui, lui, il était régional provincial à l'époque, c'est comme ça s'appelait, des impôts, où il avait cerné en moi lors des multiples réunions qu'on faisait avec des commerçants que ma compréhension était un peu plus aisée et je trouvais le thème juste pour pouvoir jouer l'interface entre cette administration fiscale et les commerçants. C'est de là que j'ai gagné progressivement leur confiance. Quand vient donc l'année, et c'est donc les commerçants qui commencent à mettre la puce à mon oreille, que vous êtes chez tel. Après tout, un jour, il peut se séparer de vous et nous allons te perdre. C'est les commerçants qui décident, eux, de pouvoir me trouver un espace qui est comme une armoire. Ça s'appelle coffret au marché. C'est eux qui décident parce que faisant beaucoup pour eux, ils ne voulaient pas me perdre. Donc, quand j'ai demandé à mon patron qu'on parle salaire et qu'il réajuste mon salaire, comme ce n'était pas de son goût, les relations ont commencé à s'effilocher jusqu'au jour où j'ai décidé de porter encore mon sac à dos, cette fois-là en disant je ne travaille plus pour le compte de quelqu'un. J'étais déjà dans un milieu que j'ai étudié, que j'ai saisi les opportunités, que j'ai observé qu'ils avaient besoin
d'une assistance fiscale. J'ai loué un petit bureau de moins de 3 mètres carrés en tout cas, et j'ai mis ma table, j'ai mis mon ordinateur et j'ai fait des flyers, j'ai partagé dans le marché. Si vous avez besoin de déclarer vos impôts, vous pouvez me voir, et je pas déclarer vos impôts. Si vous avez une notification, venez, j'essaye de vous dire ce qu'il faut faire, et je me faisais avec une petite contrepartie. Donc ma consultation était 3 000 francs. Et c'est ces 3 000 francs-là, justement, c'était dans l'informel que les fiscalistes m'en excusent parce que... Mais ça avait sa place à l'époque. Parce qu'il fallait apaiser les relations entre l'administration fiscale et les contribuables qui n'étaient... Du marché Mbopi pour un début, je vais étendre un peu plus tard, mais du marché Mbopi pour un début, il fallait apaiser ces relations, il fallait vraiment quelqu'un qui puisse discuter avec l'administration fiscale, qu'il fallait quelqu'un pour leur dire qu'ils ne sont pas forcément nos ennemis. Il faut distinguer l'administration fiscale des agents véreux de la comptabilité. Absolument. Parce qu'il faut reconnaître que le marché, c'est un endroit qui reçoit le plus moins de confort intellectuel, ce qui fait que ceux des bureaux qui savaient qu'ils ne pouvaient pas forcément comprendre la loi fiscale abusaient forcément d'eux. Et il fallait donc quelqu'un pour leur dire non, vous avez des droits, vous n'avez pas que des devoirs sur le plan fiscal, vous avez des droits. Vous avez même le droit de contester une notification, vous avez le droit de contester un redressement. En réalité, il fallait simplement créer des conditions de compréhension. Et oui, et c'est ça qui a fait que je deviens progressivement la mère des commerçants, parce que là, ça s'estompait, la peur bleue, le stress s'estompait. Ils étaient capables de leur dire, nous allons aller dire à maman Alice, et puis voilà quoi. Alors aujourd'hui, vous direz que le marché Mbopi, c'est un casse-tête, ou alors pour vous, c'est une force? C'est les deux à la fois, parce que... une force, parce que, dit-on déjà, si les statistiques restent fidèles, être le plus grand marché de la sous-région, c'est un atout. Absolument. On ne doit pas cracher sur ça dans notre pays. C'est une force, parce que c'est un amortisseur social. C'est une force, parce que quand je n'ai pas pu avoir l'emploi dans le formel, n'est-ce pas, c'est là où je me suis inséré pour gagner ma vie. Bien d'autres personnes le font pour gagner la leur. Donc, c'est une force, mais c'est une casse-tête aussi, parce que c'est un endroit où la forte sensibilité, c'est l'endroit presque le plus sensible du pays maintenant, par ces années qu'on traverse où on n'est plus sûr de rien, où la sécurité a pris un coup. C'est un endroit une agglomération de plus de 4000 personnes par jour. Il faut pouvoir gérer cela. Et nous ne sommes pas seulement les Camerounais, là-bas il y a de fortes communautés d'autres pays là-bas, et tout cela c'est un endroit de l'informel comme on dit. Or, il faut pouvoir survivre, parce que c'est tout le monde qui s'y amène, y compris des repris de justice. Les bonnes moralités, les mauvaises moralités se retrouvent dans les marchés. Donc si on vous dit de les gérer au quotidien, ou de cohabiter, la cohabitation là, il faut avoir du doigté possible pour pouvoir... Le mot juste, l'attitude exacte. L'attitude exacte pour que ça ne dégénère pas à tout moment. Donc, c'est un casse-tête, parce que dans le mot gérer, moi j'ai souvent demandé à ceux qui parlent de gérer le marché, de mettre un contenu dans le marché. Nous, qui nous sommes formés en association, gérons notre quotidien pour dire comment faire pour améliorer nos conditions de vie, comment faire pour rendre nos gens civiques, pour que la loi ne tombe pas sur nous. Absolument. Comment faire pour rendre salubre le milieu de vie, comment faire pour avoir de l'électricité, ne serait-ce que dans cette portion où les gens sont entassés les uns sur les autres. Comment faire pour avoir même de l'eau potable, même un point d'eau. Et tout ça, il fallait donc s'organiser. Tout ça, il faut s'organiser, mais les autres vont venir mettre dans gestion la collecte
des droits de place qui gèrent le marché. Souvent, on nous dit, c'est pas vous qui gérez le marché, c'est pas vous qui gérez le marché. Nous n'avons pas la prétention de gérer le marché. Personne ne peut même gérer le marché. Chacun gère en son domaine. Normalement, même Malaouda Malachi devrait avoir son mot à dire dans les agglomérations. Pareil, parce que font les femmes qui sont assises là-bas, peut-être à terme, et qui peuvent déclencher le travail à tout moment? Que font les enfants qui nous portent des marchandises, les manutentionnaires, sur qui les bouteilles peuvent tomber, trancher le pied? On devrait même avoir un coin dans le marché pour s'occuper de la santé urgente des gens qui vivent là-bas. Donc c'est pour dire que chaque département ministériel a sa gestion du marché. Bon, la grande communauté urbaine ou les collectivités locales pour les autres marchés devraient pouvoir gérer la salubrité. Ce n'est pas le cas. Devraient pouvoir gérer, mais seulement pour eux gérer, c'est percevoir les droits de place, les multiplier autant qu'on peut. C'est nous presser comme une orange tout le temps. Donc, c'est un casse-tête. D'accord. Alors, vous êtes donc rapidement détecté par vos congénères au niveau du marché Mbopi, mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous finissez présidente du syndicat des commerçants du Vouri, tout le département. Ouais. Je veux dire, quel est le cheminement qui mène à cela? Oui, à la vérité, le mot syndicat ne me traversait pas. D'accord. Je n'étais pas habituée à ce jargon. Mais on a quand même pu structurer sur le marché, parce que le quotidien d'un marché est géré par son association. Mais quand nous avons découvert en 2005 que nos parents qui fonctionnaient au marché n'avaient pas une association légalisée, nous avons formé ce qu'on appelle ASCODIM, Association des commerçants dynamiques du marché Mbopi, qu'on a légalisé en bonne et due forme. À la préfecture, à la sous-préfecture. À la préfecture, parce que ça se légalise à la préfecture. Quitte à ce que la préfecture dise à la sous-préfecture de nous suivre dans notre existence légale. Donc, on avait toujours fait nos combats à travers cette association, même comme il avait des limites. Un jour, je suis dans une chaîne de radio, dans une émission de 14 heures, où je suis en train de parler. Le papa, à un moment donné, il y a eu dissidence. Quand nous avons formé ASCODIM, certains qui étaient dans l'association d'avant sont rentrés au maquis pour nous combattre. Donc il y avait dissidence, il y avait déjà les voix qui se levaient de gauche à droite. Et ces gens-là, parents pauvres, comme ils n'avaient pas une organisation légale, c'est eux qui nous ont présenté SICODEV. Ils disaient que, bon, j'entendais partout, elles sont rien parce que le syndicat est plus fort que l'association. Soit. Mais qu'est-ce que c'est que le syndicat? Maguedjo ne connaissait rien de ça. Moi, c'est le learning by doing. J'affronte et je vois ce qui est dedans. Et j'esquive les pièges, j'apprends ce que je peux apprendre et je laisse ce qui me dépasse. Donc, quand ils disent ça, il y avait désormais le groupe de ASCODIM contre SICODEV. SICODEV, c'est le syndicat que je gère aujourd'hui. Un jour, un certain monsieur Kofi, paix à son âme, qui était à l'origine de ce syndicat SICODEV-là, m'écoute à la radio. Vient me chercher avec son avocat, il est encore avocat au barreau ces derniers temps, je n'ai pas de ses nouvelles, mais Maître Njemeni, qui vient avec M. Kofi me chercher dans ma boutique pour dire, effectivement, il ne me voit pas, mais il laisse un mot, ils me disent, Madame, nous vous avons écouté de nous-mêmes à la radio. Ce qu'on dit de vous n'est pas ça. Nous avons compris que c'est vous, c'est des personnes comme ça que nous voulons pour pouvoir encadrer cette population de bas de l'échelle. C'est moi, Maître Kofi, c'est moi qui ai créé SICODEV, donc nous voulons te rencontrer. C'est comme ça que Maître Kofi a... j'ai couru à sa rencontre parce qu'il y avait son numéro dans le mot et on nous persécutait suffisamment avec ce SICODEV. Donc c'est comme une bouffée d'oxygène. J'ai couru à sa rencontre et il nous a dit vraiment, je préfère vous léguer
ce syndicat. Je préfère vous le laisser parce que je n'ai plus de force. Effectivement, il était un peu courbé par l'âge. Je n'ai plus de force, mais ces gens-là qui vous combattent nous ont plutôt torturés avec ce syndicat que nous-mêmes nous avons créé. On a écouté tout ça, mais toujours est-il que ce jour-là, je lui ai dit, papa, vous ne pouvez pas me léguer comme ça là, de bouche un syndicat. Ils ne vont pas me laisser ces gens-là. Cherchons à faire des élections. Si à l'issue des élections, les commerçants acceptent que je peux prendre le devant du syndicat, je vais prendre, parce que ce jour-là, c'est lui qui nous établissait la différence entre le syndicat et l'association, et quelle peut être la force d'un syndicat, quelles peuvent être les limites d'une association. Voilà, on prend un rendez-vous. Pour la première fois, j'entends parler du système papal. On se rencontre et on invite les autres présidents des marchés parce que le syndicat, lui, il est départemental. J'étais jusque-là dans une association qui se limitait au marché Bopi. Ce jour-là, il y avait 16 marchés qui se sont réunis pour la première fois et nous avons fait ce qu'on appelle le système papal. J'ai compris ça pour la première fois chez Maître Kofi. Il dit, nous ne devons pas avoir de candidats entre nous. Mais quand on vous regarde là, vous vous connaissez entre vous. Vous savez les espoirs, vous savez qui a fait quoi pour les commerçants. Désigner un président et récupérer ce syndicat qui est un instrument pour vous, pour votre épanouissement. Voilà qu'à l'issue de ce système papal, j'ai eu 96% de plébiscite et du coup, je suis devenue présidente de ce syndicat et là, cette fois-là, ça se situait entre le moment où on avait entamé un petit dialogue entre les autorités et Ascodim, qui n'est pas de moindre, parce que plus de 1500 opérateurs économiques regroupés autour d'Ascodim peut avoir son mot. Nous sommes une force de proposition. Donc, ça avait trouvé que j'avais commencé le dossier, j'avais écrit aux autorités pour leur dire, voilà, les commerçants de Mbopi ont aussi besoin d'une reconnaissance. Si on est état-fils, on gagne un match, on peut se voir porter une médaille de bonne guerre parce qu'on a honoré le pays. Le maillot. Voilà. Quand on va gagner peut-être le combat de Bakassi, on peut rentrer et décorer les soldats qui étaient là-bas pour pouvoir faire cette guerre avec les autres soldats là-bas. Mais notre part d'acte de bravoure, c'est quoi? Parce que le marché Mbopi, c'est un marché spontané. Il a été construit que par les commerçants. C'est une zone de recasement. Et c'était un vaste marécage au départ. Ils ont de leurs propres mains chassé les grenouilles, chassé les serpents, chassé la boue pour enfin être le plus grand marché de l'Afrique centrale. Moi, j'entre au marché quand ces papas-là sont déjà presque vieux. Ils avaient déjà, le plus jeune avait votre âge. Et du coup, il fallait trouver un moyen de les reconnaître aussi. On dit qu'ils sont de l'informel. Mais je dois vous dire, peut-être que l'immeuble-ci qu'on est dedans, c'est un immeuble d'un commerçant du marché Mbopi. Donc la ville est construite par ces gens-là. Et on continue à les baptiser informels. Ce n'est pas un éloge pour nous, mais il faut reconnaître cet acte de bravoure où ils ont parti d'un marché spontané pour créer le plus grand marché de la sous-région. Et du coup, avec le ministre Nkili comme ministre du Travail et le monsieur Dialogue Social, donc il a saisi cela avec monsieur Fayango comme gouverneur ici. Ils ont récupéré ça, nous sommes situés en 2011, pour comprendre que c'était nécessaire de reconnaître ces travailleurs du secteur dit informel. Et c'est pour ça que vous avez entendu qu'on a donné les médailles à plus de 569 commerçants
du Vouri cette fois-là. Je disais, j'avais commencé ce dialogue sur la casquette de ASCODIM, mais entre-temps, comme on m'a fait l'honneur de me faire gérer SICODEV, j'ai donc vu qui peut le plus, peut le moins. J'ai fait que le SICODEV porte le résultat de cette reconnaissance qui a été un acte très joyeux, un ferment de la paix sociale et pour les commerçants. Alors concrètement, vous en tant que commerçante, en tant que syndicaliste, quels sont, dans le dialogue, dans vos rapports quotidiens, quels sont les problèmes les plus récurrents que vous rencontrez dans le Vouri, hein, vous pouvez peut-être partie du marché, ce que vous posez à l'administration, ceux qui essaient de trouver des solutions, ceux qui demandent qui sait peut-être que la législation et les députés s'en saisissent. Votre quotidien, c'est quoi exactement en termes de difficultés? En termes de difficultés, nous avons toujours plaidé pour une fiscalité adaptée à notre domaine d'activité. Parce que, et je vous le dis encore, le domaine du commerce et surtout le commerce de détail, le commerce, parce qu'il y a des commerçants qui n'ont rien à envier à certains industriels, donc, mais le petit commerce, on a l'impression que c'est pour ça que le secteur informel est toujours obèse, parce qu'on a l'impression que les lois ne sont pas faites telles que nous pouvons les assimiler. On a souvent trouvé que les régimes d'imposition sont que les concernés ne comprennent pas absolument. Et puis, il y avait une vague, et il y a toujours des fonctionnaires véreux, parce qu'on les voit faire et on ne dit rien, qui s'engraissent sur nous, qui avons moins de confort intellectuel. Donc, quand on arrive, donc, nous avons toujours fait mener nos plaidoyers ou alors pour une fiscalité un peu adoucie, pour le climat des affaires un peu adouci, pour les conditions de travail, Monsieur Dipita. Comment vous pouvez expliquer que jusqu'à nos jours, le plus grand marché de l'Afrique centrale n'est pas de toilettes publiques, n'est pas de bonnes fontaines publiques? Nous croupissons sur les incendies tous les jours. Exact. Et le département du risque, même au ministère de l'administration territoriale, ne pense pas qu'il a un mot à dire là-bas. Personne ne nous prend en considération. On ne vient nous voir que quand il faut nous presser et prendre les impôts. Parce que les impôts n'en pas fini. Les impôts plus que les impôts. Parce que quand on complique la loi fiscale, ça donne droit aux opérateurs véreux de venir embrouiller les gens. On a eu des chefs de centre qui venaient même au marché tirer les caisses pour prendre lui-même ce que vous avez dans votre caisse, du braquage fiscal. Donc, il y a ça qui vient en récurrence. Il y a nos fameuses relations avec la CUD qui ne sont pas de bonnes relations. Parce que nous, on est en droit, en tant que syndicat, de demander le minimum. Nous ne pouvons pas être des vaches à lait à trait à l'infini. Ils viennent prendre tous les jours. On dit les droits de place, on veut même augmenter, alors que par la conjoncture, nous émiettons les boutiques et chacun vient payer un droit de place. Mais c'est une taxe qu'on paye. Quand on paye une taxe, on est en droit de demander la contrepartie. Parce que si en même temps je dis que nous n'avons pas le pouvoir de rentrer dans le pouvoir discrétionnel du chef de l'État pour demander ce qu'il fait des impôts récoltés chez nous, mais on peut quand même demander à un maire ou un super maire que faites-vous des droits de place multipliés par 15 que nous vous donnons tous les jours? C'est un bagatelle d'au moins 12-10 millions qui descendent à la communauté tous les mois pour que nous n'ayons pas droit à un devoir régalien de la communauté urbaine. Le balayage, c'est encore nous, à l'intérieur de notre ASCODIM ou des autres associations, des autres marchés, qui payons le balayage, qui payons le gardiennage, mais ils sont toujours là pour multiplier les taxes. Donc le syndicat se penche
généralement sur ces problèmes d'envergure, les problèmes qui sont propres à tous les marchés à la fois. Parce que le syndicat ne gère pas le quotidien d'un marché. Le quotidien de chaque marché se gère à travers l'association de ce marché-là. Parce qu'ils ont leurs problèmes spécifiques. Les problèmes du marché Sandaga ne sont pas les problèmes du marché Mbopi. Chaque marché a son problème spécifique qui gère à l'intérieur de son association. Maintenant, nous syndiquons ces associations-là en leur disant, si vous avez un problème qui dépasse votre entendement ou votre gestion, vous notifiez le syndicat. Et à ce moment, on voit si le syndicat peut porter la voix de ce problème-là, aller vers des autorités compétentes pour leur poser le problème. Voilà un peu comment nous fonctionnons. Alors, du syndicat à la chambre de commerce. Oui, peut-être pas du syndicat à la chambre de commerce, mais du commerçant à la chambre de commerce. Parce que j'ai toujours dit à tous mes jeunes frères et sœurs, les autres commerçants, qui parfois me regardent avec des yeux d'admiration, que c'est mon capital d'honnêteté qui parfois m'amène à... Mon capital comment on dit, je suis légaliste. C'est vrai que c'est difficile d'être légaliste dans le secteur dit informel de bout en bout, mais j'essaye de le faire. Moi, j'ai toujours mon dossier fiscal à jour, par exemple. Et j'essaye toujours, comme on a dit, la chambre de commerce existe. J'ai toujours dit à tous les opérateurs économiques, pas seulement les commerçants, rapprochez-vous de la chambre de commerce parce que vous êtes des ressortissants. C'est vrai, je suis membre élu, mais les autres sont d'abord d'office les membres, les ressortissants, c'est le terme consacré, les ressortissants de la chambre de commerce, puisque c'est l'ensemble des hommes d'affaires qui nous votent, nous les 160 membres, pour leur représenter. Donc, soyez prêts dans ce que demande l'État du Cameroun, si vous êtes juste. Parce que je crois que c'est dans cette défense des intérêts bec et ongles des commerçants que certains voient et remarquent ce que nous faisons. Absolument. Bon, j'ai été abordé par le président de la Chambre de commerce quelque temps après l'action qui a fédéré le plus grand nombre, même les ministres de cet État, n'eût été un peu de sabotage qui ne manque jamais, qu'il devrait avoir 7 ministres, parce que j'ai le message porté, qui venaient pour apposer ces médailles-là sur les commerçants. Mais en fin de compte, c'est 2 qui sont venus. C'est déjà ça réunit 2 ministres de la République pour la cause des gens marginalisés, les gens appelés informels. Il fallait pouvoir le faire. Je crois que c'est quelque temps avant. Cela nous a mis en lumière et a mis notre organisation, notre syndicat, notre association en lumière. Et j'ai été abordé par le président de la Chambre de commerce qui... Et j'ai saisi l'occasion rapidement. Et je l'ai saisi rapidement parce que j'étais aussi à même de saisir. Parce que s'il me disait... Après ton dossier, et viens postuler pour être dans ma liste à la Chambre de commerce. Je crois que ça me donne plutôt un travail parce qu'il faut pouvoir mériter, être à la hauteur de cette confiance. Mais à la base, il faut avoir son dossier à jour. Absolument. Donc, on ne prend pas quelqu'un qui... Parce que beaucoup aiment fonctionner dans le maquis fiscal, ils n'aiment pas ordonner et être en règle avec les institutions. Du coup, je ne pouvais pas... j'allais rater cette opportunité si jamais je m'amusais à ne pas être en règle avec les impôts de l'État du Cameroun. D'accord. Alors, au marché Mbopi, quand même, ce qu'on vous reproche souvent à ceux qui s'y installent, généralement vous les commerçants, ce sont ces installations anarchiques qui, à perte de vue, on peut le voir quand on marche dans les couloirs, ainsi de suite. Vous parlez d'incendies tout à l'heure qui peuvent en être la cause. Tout cela, comment est-ce que vous essayez de réguler? Comment est-ce que vous demandez aux commerçants de s'éloigner de ces dérives-là? Monsieur Dipita, je peux dire que vous touchez là le nœud et la pomme de discorde avec nous
et la mairie de la ville. D'accord. La communauté urbaine hier, la mairie de la ville aujourd'hui. Moi, je pense que au temps du colonel Etonde Ekouto, on a mené le plaidoyer au point qu'il a demandé et même écrit pour dire Maguedjo et ton équipe. À l'époque, je n'étais même pas président, il faut le dire, parce que j'ai officié. Il était là jusqu'en 2006. Oui. J'ai officié comme porte-parole des commerçants, mais il y avait un président. On partait partout, c'est lui qui me donnait l'ordre de parler. Mais j'étais leur secrétaire général. Mais force est de constater que plus je me donnais à fond, plus les gens m'appeler président, même sans que je ne le sois. Je le suis aujourd'hui, mais j'ai fait longtemps, je n'étais pas président du marché, mais tout le monde le voyait comme tel, y compris les autorités. Je disais que le colonel délégué du gouvernement à cette époque avait compris et nous avait dit, ok, je vous donne droit à vous d'aller enlever ce que nous appelons les additifs, les coffrets, là. Je lui ai dit, monsieur le colonel, c'est un piège, parce que je ne suis que commerçante après tout. J'ai la force de sensibilisation, j'ai la force de dénonciation, mais je ne peux pas avoir la force de répression. C'est votre rôle. Ne me faites pas jouer les Ponce Pilate. C'est votre rôle que de dire qu'ici, il ne devrait pas avoir ceci et vous le dégagez. Vous le faites partout. Vous mettez les quads de Saint-André même dans des immeubles au quartier. Donc, comme pour dire que la demande est trop forte dans les marchés. Mais malheureusement, les délégués du gouvernement sont toujours les mêmes. Nous avons compté vraiment sur celui qui venait et celui-ci qui est là maintenant parce qu'on nous avait dit que c'était un économiste et nous étions convaincus que celui-ci va être autrement. Mais c'est exactement la même chose. Les commerçants ne s'installent pas anarchiquement. On installe les commerçants anarchiquement. Parce que chaque commerçant qui est dans un bout de couloir là-bas a un papier venant de la communauté urbaine. Aujourd'hui, même la route, où on n'a pas un marché qui n'a pas de parking, où nos clients pouvaient se garer pour venir acheter, on a tracé la route. On a vendu aux natteuses, on a vendu aux gens qui tatouent même jusqu'au sein. On a vendu, et j'ai même vu les parasols verts ou jaunes. Je dis que là, ceux de maintenant sont alors ostentatoirement cupides. Donc ce que vous voyez que l'installation anarchique là, c'est du fait des régisseurs. Et les régisseurs que nous observons, nous n'avons jamais su quel était leur profil, qui est à même d'être, parce que vous ne pouvez pas voir un endroit où près de 5000 personnes passent par jour et vous mettez quelqu'un qui peut-être n'a pas un confort ou un background pour pouvoir savoir que c'est des endroits sensibles, il faut gérer. Les régisseurs sont généralement soit les beaux-frères ou les frères des délégués du gouvernement et ils sont tout permis. C'est eux qui mettent les coffrets toutes les nuits. Mais est-ce que ce n'est pas une responsabilité partagée? Je veux dire qu'un commerçant à qui on loue un espace inadapté, un espace qui peut être pas loué. Dans le cadre de Mbopi, il faut parler de vendre. Parce que nous ne sommes pas des locataires à la communauté urbaine. À qui on vend un espace qui peut être une servitude, qui peut être un coin de parking et autres. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité partagée? Non, le mot responsabilité partagée, là, je ne l'aime pas. Quand il y a une faute, il faut un coupable si on ne fait pas le vrai diagnostic. Il peut y en avoir deux aussi. Hein. Si on ne fait pas le vrai diagnostic, on ne pourra pas résoudre le problème. Attends, tenez par exemple, nous sommes des commerçants au marché Mbopi, régulièrement installés. Il y a un autre commerçant qui arrive, qui plus ou moins il va vous dire que j'ai fréquenté et je n'ai pas où travailler, ou alors j'ai perdu mon emploi. Vous pensez qu'un commerçant peut se faire obstruction? Il y a concurrence déloyale. Il y a le trop-plein de la population qui aurait pu être recueilli par les nouveaux espaces aménagés. Il n'y en a pas, monsieur Dipita. Vous avez au moins 30 ans dans la ville de Douala. Où est le nouveau marché créé?
sinon plus. Je veux dire, peut-être si vous êtes né en France et que vous êtes arrivé il y a 30 ans, vous avez au moins 30 ans. Est-ce que vous avez vu un nouveau marché créé? Est-ce que la population d'il y a 30 ans était aussi nombreuse que ça? Nous sommes victimes de ce qu'il n'y a pas de gestion futuriste de la ville. On ne fait rien pour prévoir demain. Et ces trop pleins de la population là sont comme de l'air. Ils vont absolument se greffer dans un endroit comme celui-là qui accepte sans tri, parce qu'on ne peut pas venir ici à STV. On va demander, vous avez fait l'école de journalisme, vous avez travaillé où, quel est votre profil et tout ça avant de vous recruter. Mais au marché, ce n'est pas le cas. Bon, quand ils viennent maintenant, ils trouvent des commerçants qui ont été installés là-bas et qui faisaient paisiblement leur travail. Quand le marché quittait Besseke, Youpoué et le Beach, ils étaient au nombre de 400, ou 350, 400. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a plus de 2000 commerçants installés là-bas, avec boutiques et magasins. Et donc, vous comprenez que l'espace n'aura pas grandi, mais le nombre. Mais, à côté des commerçants qui ont même des boutiques maintenant, on vend les couloirs. Chacun se faisait livrer par son camion devant, qui ne souhaiterait pas que sa fourgonnette vienne se garer devant sa boutique pour qu'il décharge ses marchandises. Ce n'est plus le cas. Même le pouce ne passe pas dans d'autres couloirs. Il y a comme un couloir où j'étais un peu plus discipliné là-bas, où toutes les pousses du marché passent pour sortir. Et du coup, il n'y a plus, on a obstrué toutes les servitudes. Sous le regard bienveillant de ceux qui prétendent gérer ce marché. Qu'est-ce qu'on gère donc dans le marché? Si vous avez le cachet rond de l'État, vous ne pouvez pas venir dire que ici vous êtes mal installés. C'est eux qui installent mal les gens dans les marchés. Donc les commerçants, les vrais, ne sont que victimes du trop plein de la population du Cameroun qui est en quête de la pitance pour être dans les marchés. C'est ce que j'appelle amortisseur social. Alors, nous sommes en année électorale. De par votre expérience, est-ce que les commerçants que vous côtoyez tous les jours sont-ils intéressés par le choix de leurs représentants politiques? Est-ce qu'ils votent? Est-ce qu'ils sont inscrits pour les élections à venir? Est-ce qu'ils sont engagés sur le plan? Est-ce qu'ils sont engagés comme citoyens dans les problématiques publiques? Vous venez de citer, on a passé le temps à citer les problèmes qui les concernent. Est-ce qu'ils sont donc engagés à choisir ceux des représentants qui vont apporter des solutions? Je dois dire que je ne peux pas détenir des statistiques pour savoir, mais toujours est-il qu'il y a une nette amélioration de la compréhension de la chose politique. Même quand on reste dans des boutiques, on n'a rien à faire et qu'il y a des groupuscules, des enfants non manutentionnaires et même certains motomanes qui viennent se joindre à eux et qui commentent, nous sentons qu'il y a de l'amélioration parce que désormais les gens parlent carte électorale. Ils font du challenge, est-ce que tu t'es inscrit? Je pense que progressivement, mais je dois avouer que des années antérieures, là, quand j'entrais dans le marché, on avait le dégoût, presque le dégoût de la chose politique. Enfin, je veux dire, peut-être pas le dégoût, mais le découragement. Les gens étaient fortement découragés. Mais avec tout ce que le landerneau politique fait maintenant, ça réveille plus de conscience. Et nous aussi, nous nous mettons à les sensibiliser. Moi, je pense que j'ai déjà appelé plus d'une fois les kits d'enregistrement pour venir s'installer à proximité, quelquefois sur le trottoir ou dans la gendarmerie pour pouvoir enregistrer des commerçants. Notre devoir, c'est de leur dire enregistrez-vous. Parce que pour être citoyen, je vois mal. Parce que moi, je dis un citoyen, pour être complet, doit avoir le droit de voter. Choisissons nos représentants. Si on ne peut pas nous-mêmes aller choisir nos représentants, que demain nous ne nous plaignons pas de ce que tel ou tel autre ne fait pas ce que nous voulons. D'accord. Alors, à partir de là, est-ce que ce n'est pas une niche de personnes, de citoyens qu'on peut instrumentaliser autour des questions
politique, autour des questions électorales. Est-ce qu'ils sont suffisamment conscients, les commerçants que vous représentez, et puis bien au-delà, que dans une période comme celle-ci, ils doivent exprimer leur engagement ou tout au moins s'éloigner de ces manipulations-là? Oui, mais je dois croire que il y a commerçants, comme je vous l'ai dit, il faut se situer entre commerçants et commerçants. Absolument. Il y a un trop-plein superposé sur les commerçants qui, par effet d'entraînement, sont là, qui ne sont pas forcément quantifiables et identifiables, qui sont aussi appelés commerçants, puisqu'ils achètent et vendent. Donc, je vous ai dit, c'est un serpent de mer que de pouvoir gérer une telle agglomération hétérogène et tout. Mais les commerçants ne sont plus dupes. Les commerçants savent, les vrais savent pertinemment que se laisser instrumentaliser peut aller à leur encontre. Donc, moi, je pense que chaque commerçant, et c'est ce que je dis, même si parfois les commerçants me demandent « Maman, quelle est ta chapelle politique ?» Vous en avez? Je n'en ai pas une, mais j'encourage et femmes et commerçants et tous ceux qui sont autour de moi, à qui je peux avoir une petite influence, de s'engager politiquement. Parce que on ne peut pas abandonner notre tête à la poule, au pouls, ou alors nos pieds au chic. Ne pas s'engager politiquement, c'est de ne pas participer à la vie de sa cité ou de son pays. Moi, je pense que les gens devraient s'engager et les gens sont en train de s'engager. Fort heureusement, il y a des réveils de conscience, beaucoup. Les gens sont en train de s'engager. Mais les instrumentaliser, je ne pense pas que ce soit forcément instrumentalisé. N'importe quel homme politique voudrait bien avoir ce niche-là. Donc, ce qui fait que, malheureusement, c'est des gens qu'on ne trouve qu'à la veille des élections. Ils viennent nous faire leur one-man show et le lendemain, même quand on a un incendie, on ne les trouve plus pour nous dire assis sur ce qui nous est arrivé. Donc, c'est un peu ça, quoi. Les commerçants ne sont pas dupes. D'accord. Alors, c'est la période préélectorale. Les candidats, évidemment, beaucoup essayent de séduire les électeurs, proposer, vanter leurs programmes électoraux. Et donc, c'est également la période de récolte. En termes je sais pas, résoudre les problèmes. Vous, les commerçants, si on vous demandait aujourd'hui, qu'attendez-vous du prochain président de la République? Que diriez-vous? D'améliorer nos conditions de vie. D'accord. Ce n'est pas évident d'être dans une boutique, dans un endroit aussi serré, sans électricité, par exemple. Est-ce que vous savez que, et moi j'en appelle aux opérateurs téléphoniques, y compris notre Camtel à nous, parce que c'est notre Camtel. Je vous ai dit tout à l'heure en venant, j'ai été coincé au rond-point, là on est en train de creuser quelque chose, vous avez dit peut-être que c'est la fibre optique. J'ai dit encore la fibre optique qui devait m'empêcher de venir ici aujourd'hui. On a eu une année où on a creusé tout le marché. Imaginez toute la boue qu'on pouvait avoir là-bas. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas se mettre dans sa boutique à Mopi et passer un coup de fil? Le plus grand marché de la sous-région. Mais l'ordre des priorités de nos pays, c'est quoi finalement? Ce n'est même pas reconnaître que c'est une honte. C'est une honte parce que c'est un marché qui reçoit toute la sous-région. Imaginez un Tchadien qui ne peut pas passer un coup de fil dans le marché le plus grand du Cameroun. Mais la vitrine même de notre pays. C'est quoi cette histoire-là? C'est du mépris ou c'est de l'incompétence? Parce que c'est une des deux choses. On ne peut pas passer un coup de fil, quel que soit le réseau. Quel que soit le réseau, au marché Mbopi, le plus grand marché de la sous-région. Vous ne pouvez pas passer des coups de fil? On ne peut pas passer des coups de fil parce qu'il n'y a pas de connexion. Et il n'y a pas de réseau téléphonique, il n'y a pas de connexion. Que la fibre optique qu'on avait enterrée là-bas a finalement servi à quoi? Nous voulons bien savoir. Un autre jour, on viendra encore creuser pour la même fibre optique. Mais non, il faut quand même que
à un moment donné, nous nous arrêtons pour demander que nous servons ou nous asservissons ce pays. Nous voulons des bonnes conditions de vie. Il y a des femmes qui vendent du frais, que quand le reste de son poisson qu'elle n'a pas pu vendre, qu'elle puisse conserver, quand tu ne peux ni avoir la lumière au marché, ni chez toi quand tu rentres à domicile, tu peux vivre comment? Quand je sors de ce pays et je vois les marchés, même les marchés de vivres, comme on nous appelle Bayam Salam, comme si c'était un diminutif, je vois ces marchés sont huppés. Les gens, nous voulons aussi travailler dans des bonnes conditions de vie. Et puis, ajouter à tous les problèmes des Camerounais, parce que nous ne sommes pas en marge. Pour être commerçants, on est d'abord Camerounais. Tout ce que les Camerounais revendiquent maintenant, nous sommes avec eux. Donc vous demandez la construction des marchés modernes. Nous demandons la construction des marchés modernes. La problématique aussi, c'est que lorsqu'on trouve des zones de recasement, les commerçants disent qu'ils n'aiment pas, on observe, qui n'aiment pas se retrouver. Je prends un peu le marché Nodeido. Les commerçants n'aiment pas être à l'intérieur du marché. On les retrouve souvent au bord de la route. Même le marché, bon, peut-être c'est un peu plus... oui, même le marché Mbopi. Comment vous voyez, les mèches qui sont maintenant qui pilulent là-bas. Le problème, c'est que, monsieur Ndipita, ça, c'est des raisons des gens qui se reprochent quelque chose. Le cachet rond de l'État du Cameroun, quand vous voulez quelque chose, vous l'obtenez et le jour-là même. C'est parce que la complaisance, et l'impunité dans la gestion des affaires de la cité et du Cameroun que vous pouvez réussir à me dire que nous, commerçants, nous pouvons faire la loi et nous imposer quelque part. Non. D'accord. Il suffit de la poigne. Il suffit de quelqu'un qui veut faire une opération chirurgicale et qui ne se reproche rien. Pourquoi on ne désengorge pas les marchés? Parce que ceux qui devraient se désengorger sont ceux qui ont engorgé. Voilà pourquoi on ne les désengorge pas. Je ne crois pas qu'on peut dire que le commerçant... Est-ce qu'on a demandé son avis quand on a fait quelque chose de bien pour eux? D'accord. Vous pensez que si au marché Sandagala, on construit un grand hangar où au lieu de poser les poivrons par terre, on doit poser sur le hangar, les commerçants vont refuser de monter sur cet hangar-là? Et en une matinée, les FMO résout le problème. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas eu des gens qui travaillent avec le cœur, qui travaillent avec amour pour ce pays. Le marché, c'est un lieu de brassage, un environnement cosmopolite, où les différentes nationalités, les différentes communautés, des différents acteurs venus de tous les horizons se croisent, se rencontrent, échangent, souvent se disputent, c'est normal. Bien sûr. C'est un environnement humain. Ces derniers temps, on a tendance à voir la montée d'un discours clivant, la montée d'une velléité de repli sur soi, repli autour de l'ethnie. Est-ce que vous le vivez là-bas, les questions de haine vis-à-vis des autres? Je crois que je vous avais déjà répondu sur vos antennes à cette question, parce que j'estime qu'un commerçant qui rentre dans ces clivages n'est pas un commerçant, parce que quand j'étale ma marchandise, quand je l'achalainde, je ne choisis pas qui vient acheter. Absolument. La personne qui vient acheter, quelquefois j'esquive même les gens de chez moi, parce qu'avec affinité, ils vont vouloir que je leur vende même à moins que le prix, d'achat ou à crédit, un crédit qui ne viendront pas payer. De par la nature même de ce que nous faisons, on devrait être les derniers à rentrer dans des clivages, sauf à pouvoir viser, mettre sa calebasse et prendre le caillou et viser sa calebasse avec le caillou. Donc, on peut assister à des faits isolés de certains agents et encore toujours les agents, de certains fonctionnaires, parce que une année, j'ai entendu dire par un agent des impôts que avec le crayon de 15 francs, nous allons détruire vos richesses, vous les Bamileke là.
Et bon, ça, il y a quand même longtemps, hein, c'était au temps du centre 6 bis. Et les commerçants se le répétaient en boucle. Et à nous, les leaders, de leur dire que non, ça, c'est un fait isolé. Lui, c'est qui? Parce que lui, là, il n'est même pas connu de son propre chef service. Donc, ça, c'est des actes isolés. Sauf à comprendre des actes isolés des gens de la communauté urbaine qui nous disent quelquefois, allez chez vous, vous n'êtes pas chez vous ici. Mais je dis encore une fois, c'est un enfantillage et que si on prend la proportion de ces gens qui se comportent ordinairement comme ça, ils sont très peu par rapport à l'ensemble des commerçants. Ce n'est pas le problème de clivage. Nous le vivons beaucoup plus dans des réseaux sociaux. On le vit beaucoup plus dans les réseaux sociaux et du coup, on souhaite que cette coupe s'éloigne de nous. D'accord. À l'époque, vous avez créé Écho des marchés, un magazine. Il existe toujours? Écho des marchés, vous savez qu'à un moment donné, j'ai eu une adversité avérée. Je ne vais pas vous mentir que j'ai vu ma boutique fermer sur 18 mois. Alors que je vends les produits alimentaires. Fermé, hein, sans une raison, puisque je vais gagner le procès auprès des tribunaux administratifs et que sais-je encore. Donc, Écho de marché, le concept, nous l'avions pensé parce qu'on avait remarqué dans... On avait des moments d'intense activité et on faisait des conférences de presse, on invitait la presse à nos réunions que nous avons aussi suspendues parce que le climat des lecteurs maintenant peut faire que l'on prête confusion. Et comme il y a des gens posés dans des bureaux pour venir raconter comment elle a des affinités avec Camto, avec ceci, du coup ça nous fait regarder pour voir si on va pas réviser la donne. C'est-à-dire que votre activité syndicale, vous préférez mettre tempérer un peu? Non, pas tempérer, on trouve d'autres stratégies. On ne peut pas tempérer ce que je fais là, c'est quoi? Vous m'avez invité en tant que président du syndicat. Absolument. Ça, c'est une activité syndicale que je suis en train de mener. Donc, quand il y a l'occasion, je mène et quand nous menons nos activités syndicales, mais on doit se conformer à la couleur du milieu maintenant. Absolument. Parce que le milieu est tellement délecteur que vous pouvez réunir les gens pour une bonne cause et on vous colle un motif. Et là, on a vu des gens pour un oui ou un non qui croupissent en prison. Ne pas dire que ce genre de comportement qui n'est pas démocratique n'a pas un impact sur notre existence, c'est faux. Et je vous ai dit que particulièrement j'ai été combattue parce que il fallait que je sorte de ce marché-là parce qu'on estime que pour certains, et c'est ça, si vous estimez les commerçants, je vous rappelle que sur les comptoirs, il y a les docteurs, il y a les maîtres, il y a tout ce que vous pouvez imaginer maintenant. Le répondant intellectuel est dans les marchés maintenant. Mais malheureusement, certains dirigeants, ou notamment la communauté urbaine, a pensé à un moment donné que c'est Maguedjo qui rebelle, c'est Maguedjo qui ouvre les yeux, il pouvait planer sur nous à l'infini, mais et pour ça, il fallait trouver voies et moyens pour me museler, me couper des vivres et même peut-être m'ôter la vie. N'eût été que il y a quand même des autorités dans ce pays qui comprennent la finesse de ce que nous faisons et soutiennent notre combat. Je ne serai plus aujourd'hui. On a fermé ma boutique, fermé la boutique d'une femme qui a les enfants, même certains malades qui nécessitent un égard particulier et de financement particulier. On ferme ma boutique pour 18 mois sans raison. Or, je vends les produits alimentaires. Je les ai jetés et c'est la communauté urbaine qui signe les papiers pour que je les détruise à Isakam. Bon, maintenant, quand je gagne le procès, parce que c'était sous le règne de Félix Tonnet, quand je gagne le procès et que le tribunal administratif demande un dédommagement,
Et le délégué actuel trouve moyen d'interjecter appel. Je dis, c'est la continuité de tout ce qu'il faut faire. Mais nous, on combat pour vivre. On ne reste pas tranquille. Parce que, dites-moi ce que ça peut être si on vient vous couper les vivres. On savait que vous ne vivez que de ça. Vous ne demandez rien à personne, mais on vous ferme votre boutique. On sait qu'il y a des denrées périssables. Et comme la justice ne nous rassure plus, parce que ça aussi c'est une autre paire de manches, je saisis parce que c'était une voie de fait, parce que ça c'était fait sans comment on dit, un procès verbal de scellé. Donc je me demandais, je saisis quel tribunal? C'est pas un acte administratif, parce que je ne vois pas un acte administratif, c'est une forfaiture. C'est pour ça que je vais saisir le juge du droit commun. Lui va faire 3 mois avant de se déclarer incompétent. Quand on a commencé par dire incompétent, j'ai dit, oh, Alice Maguedio, donc moi aussi, j'étais aussi grand comme ça pour que les gens se déclarent incompétents pour une histoire de quelqu'un qui ferme sans raison, sans vous dire ce qu'on vous réclame. Parce que même, je dois dire pour la gouverne des commerçants, les scellés ne sont pas en mode de dialogue et ne sont pas au début d'un processus de quoi que ce soit. Si c'est au début, c'est de l'intimidation. Parce que pour qu'on vous scelle, il faut qu'on vienne vous constater ce qui vous manque. On vous dit, on traduit ça en chiffres pour dire vous devez tel montant ou alors vous devrez faire telle chose avant tel délai. On vous donne les AMR ou les AMD pour vous prévenir que si vous ne tempérez pas, on viendra vous sceller. Et ce jour-là qu'on vient vous sceller, le scellé s'appelle la saisie conservatoire. Donc, c'est-à-dire, on ne doit pas, quand vous avez fermé une maison, on vient doubler les clés pour dire qu'on vous a scellé. C'est une saisie conservatoire. Donc vous devrez être présent. Et la police judiciaire devrait être présent. Et qu'on constate ce que vous avez dans cette maison-là. Parce qu'il est interdit de fermer l'animal domestique. Par exemple, nos chats que nous avons là contre les souris au marché, on les ferme et ils meurent là-bas dedans. Et sous le regard bienveillant des autorités de ce pays. Parce qu'il faut qu'un jour, ils demandent que faites-vous là. Donc, ces menaces-là, et c'est des actions syndicales que nous menons, c'est-à-dire amener les commerçants à comprendre que on n'a pas le droit de venir fermer votre boutique quand elle est fermée, sans qu'on ne vous ait dit ce qu'on vous reproche et ce que vous pouvez faire pour être en règle. C'est ça, fonctionner dans un État. Mais si on laisse de forfaiture en forfaiture, nous croyons que nous sommes sur la défensive à la fin de la journée. Et malheureusement, c'est ça. Bon, je disais, vous avez posé la question sur Écho de marché. Je disais que toute cette adversité nous ont fait mettre un peu de veilleuse sur ce côté-là. Et nous l'avons mis sur pied, Écho de marché, parce que quand on faisait nos activités, les journalistes faisaient du reportage. Mais chacun traitait dans son angle, parfois loin des faits que vous certains qui n'ont rien à voir avec ce que nous voulions dire, et d'autres commençaient et il y avait le goût d'inachevé parce que la contrainte de l'espace. Et nous avons dit, si nous mettions nous-mêmes notre organe de presse sur pied, on va pouvoir dire de bout en bout ce que nous pensons et du coup faire une rubrique pour intéresser les commerçants, parce qu'il y avait surtout la rubrique de parole aux commerçants. Il y avait d'abord cette rubrique que les commerçants ont beaucoup aimée, comme on appelait ce qu'il faut savoir, la rubrique de ce qu'il faut savoir. Par exemple, le premier article qui était là-bas, il fallait que nous fassions la différence entre maître. Tout le monde s'appelle maître. Quand le commerçant avait un problème, il partait trouver un huissier à l'entame en lieu et place d'un avocat, parce qu'il s'appelle maître. Parfois, le maître de karaté vient même nous dire qu'il est maître. Donc, il fallait faire le distinguo et expliquer aux commerçants que l'huissier au début d'un processus et à la fin. C'est une voie d'éducation, d'encadrement des commerçants. Exactement. Donc, c'était ce qu'il faut savoir. On trouvait un domaine comme pour les impôts pour dire que voilà les échéanciers de paiement de vos impôts. Voilà ce que veut dire le régime simplifié, le régime réel et un régime particulier.
Donc ainsi, on éduquait les commerçants, mais on leur donnait surtout aussi la parole. Parce qu'il y avait une rubrique, et c'est ça que les commerçants aimaient beaucoup. On leur dit, le journal va te prendre cette fois-ci pour que vous dites vous-même ce que vous pensez de votre activité, ce que vous souhaitez de votre activité. Dieu seul sait si ces gens étaient heureux de s'exprimer dans les colonnes. Mais on va reprendre ce qui est sûr. Moi, j'ai rené, comment on dit, je suis ressorti de mes cendres. J'ai toujours encore ma boutique au marché Mbopi. Et c'est comme ça. Donc, dans la vie, il faut comprendre que l'adversité n'est pas pour vous faire déprimer. Il faut vivre avec cette adversité et le transcender. Et tirer des leçons. Parce que moi j'ai beaucoup appris pendant cette période où je ne devrais pas avoir droit à mon gagne-pain quotidien. Mais ça m'a aussi appris à être plus humble encore. Donc, et il m'arrivait un moment où je ne pouvais plus carburer ma voiture, où je ne pouvais pas la dépanner parce que je n'avais plus de l'argent. Je vis sur le produit de mon effort. Donc, du coup, moi qui pensais que c'est les autres qui prenaient la moto était devenue mon moyen de déplacement plus aimé. Donc, je dis, sur le plan spirituel, Seigneur, si c'était ça pour me briser, d'accord, tant mieux, je reçois. Mais toujours est-il que on va se lever et on va continuer la marche pour ce pays. On arrive au terme de l'émission, Alice Maguedjo. Alors, si vous avez un message aux différents acteurs qui convergent, sillonnent, tournent autour des marchés, l'administration, les commerçants, nos fournisseurs, les activités connexes, nous, les clients, et ainsi de suite, que leur diriez-vous? Je leur dirais que le moment est vraiment critique dans notre pays maintenant. Je veux dire critique, peut-être ce n'est pas le mot, mais je veux dire qu'on vit un moment intense et nous sommes en train de préparer des élections présidentielles. Nous sommes des citoyens comme les autres et que chacun devrait pouvoir s'inscrire et exercer le jour venu son droit de vote pour pouvoir enfin que nous choisissions des dirigeants que nous allons encadrer, parce que les gens ne dirigent pas seuls. Quand les gens dirigent, on doit les souffler. Mais si vous êtes des ennemis des dirigeants, ça ne doit pas marcher. Absolument. Je dois m'aligner sur les critères que les évêques ont choisis pour dire, lisez ce que les 10 commandements que nos évêques ont donnés, et puis essayons de nous approprier le pays, quelle que soit la frustration, parce qu'ils sont très peu. Je devrais leur dire, très peu sont ceux qui véhiculent les discours de haine. Ils ne peuvent pas atteindre 2% de la population du Cameroun. Donc ne vous fiez pas au tapage des réseaux sociaux et de tout cela pour croire qu'on vous déteste dans votre pays. Il n'y a que Dieu qui vous a délégué ce pays et qui vous a choisi d'être Camerounais. Et personne au monde ne pourrait vous enlever le droit d'être Camerounais. Alice Maguedjo, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. D'être venu partager votre expérience. Merci beaucoup. Le plaisir, c'est toujours le mien quand vous m'appelez. Peut-être qui peut en inspirer d'autres. Vous êtes venu en tant que présidente du syndicat des commerçants détaillants du Vaury. C'était l'invité de ce jeudi. Question évidemment de savoir qui est cette grande dame finalement, qui a, comme vous venez de le constater certainement, fait toute sa vie autour du commerce, alors qu'elle aurait pu avoir d'autres choix qui c'est peut-être à partir de son orientation académique. Merci, à jeudi prochain pour une autre édition d'Entretien avec. Bonsoir.